faire un peu suite à l'exposé, à votre exposé, donc, qui est absolument passionnant de voir tous ces efforts et tout ce travail engagé pour la qualification de nos métiers. Et est-ce que en matière de... Enfin, ça suscite une question. J'ai quand même l'impression sur le terrain que finalement, pour les chantiers de restauration ou de réhabilitation du patrimoine rural ancien, finalement, est-ce qu'on peut caractériser trois situations? Il y a le particulier qui va chez Gédimat, qui voit le joli pilier en fausse pierre et qui se sent assez fort pour l'installer lui-même le dimanche à l'entrée de sa maison. Donc c'est toute une catégorie d'autoconstruction qui échappe à l'architecte et qui échappe à l'artisan. Et puis, si j'ai bien compris, une deuxième situation, j'ai l'impression qu'elle est très majoritaire, c'est celle où finalement une personne qui veut restaurer sa maison s'adresse à un ou plusieurs artisans et il se débrouille, il n'y a pas d'architecte. Et puis il y a quelques cas, quelques situations un peu privilégiées où on se retrouve dans cette trilogie, le prescripteur, l'architecte, celui qui fait le plan, les artisans, parce que dans ce cas-là, il y a souvent plusieurs corps de métier qu'il s'agit de coordonner, et puis, bien sûr, le maître d'ouvrage. Et il faut les trois partenaires pour arriver à un bon résultat. Et donc, voilà, j'ai un peu cette situation. Peut-être il y a quelques éclairages complémentaires là-dessus. Évidemment, cette situation où les corps de métier se développent, se perfectionnent, met les artisans en situation de pouvoir répondre dans les meilleures conditions aux besoins des personnes. Mais est-ce que finalement, ça ne nous ramène pas à une situation qui est celle que l'essentiel de ce bâti rural ancien, c'est un bâti dit vernaculaire, sans architecte, mais pas sans maître d'œuvre ou pas sans concepteur, et où finalement, est-ce que c'est pas l'enjeu, ce serait pas un enjeu de toutes ces formations, que tous ces artisans apprennent à travailler ensemble et soient finalement en situation de continuer à entretenir, arranger, produire un bâti populaire, les architectes finalement étant plus par vocation, point d'interrogation, étant plus par vocation dédiés à un bâti et à un patrimoine plus savant. Moi, je suis François Calam, je suis ethnologue et je travaille depuis un certain nombre d'années sur les questions de transmission des savoir-faire, en particulier dans le domaine du bâti traditionnel, entre guillemets. Je voudrais rebondir peut-être de manière un peu spontanée, hein, mais on travaille un peu à chaud là aujourd'hui. Le propos du charpentier, très intéressant. Je m'excuse, je n'ai pas bien compris votre nom, mais alors je dirais le Bois-debout qui a parlé tout à l'heure. Voilà. Donc Monsieur Poumayou. Voilà, Monsieur Poumayou, très intéressant parce que vous avez évoqué tout l'ensemble du contexte qui permet l'exercice de la profession, de votre métier, et la réponse adaptée ou non au problème de la restauration et à la demande du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre. Alors vous avez posé ce que moi je traduirais en jargon ethnologique, les choses en termes de ce qu'on appelle, chez nous, dans la notion de chaîne opératoire. Alors, ce n'est pas un mot barbare, on va tout de suite comprendre ce que ça veut dire. C'est une théorie qui a été clairement énoncée par un grand anthropologue qui s'appelle Robert Creswell et qui explique au fond que n'importe quel geste technique, avec son efficacité, son départ et son arrivée, s'inscrit donc dans un processus social. Un geste technique est un geste social. Et que, alors on va tout de suite prendre des exemples concrets, que ce soit en charpente, que ce soit dans la réalisation d'un enduit de chaux ou d'un mortier de torchis. La chaîne opératoire du torchis, par exemple, va prendre un certain nombre d'étapes
qui obéissent toutes à une règle du jeu, qui sont mises en œuvre socialement par un groupe de gens, dans un but donné, dans un caractéristique donné, etc. Bon. Et la cohérence de cette chaîne opératoire fonctionne lorsque tous les maillons de la chaîne fonctionnent bien ensemble. Et on s'aperçoit au fil du temps, en regardant l'histoire des techniques, que les chaînes subissent à certains moments des accélérations ou des ralentissements de tel ou tel maillon de la chaîne. Il y a tout à coup, la chaîne ne va plus fonctionner à un moment donné parce qu'il y a un maillon qui commence à se gripper et qui lâche. Le torchis, par exemple, il y a 30 ans, était complètement tombé en désuétude parce que le maillon fragile, c'était le maillon de l'extraction de la terre. Plus personne ne voulait aller patauger dans la bouillasse et s'en mettre plein les mains. Donc on a pu, dans ce cas précis, réussir par chance à transformer ce maillon de la chaîne, donc à mécaniser cette étape du procédé, et tout à coup, toute la chaîne est repartie. Et aujourd'hui, la fabrication du torchis fonctionne. Je pense qu'on pourrait multiplier les exemples. L'extraction du tuffeau, j'imagine qu'à un moment donné, le maillon fragile, ça a été l'extraction, et à ce moment-là, un gars malin a inventé la haveuse et a permis d'extraire par haveuse des blocs, et aujourd'hui, le tuffeau est reparti comme en 40, etc. Vous parlez de la charpente, et vous évoquez toutes ces caractéristiques sociales, toutes liées à la performance technique, économique, bien sûr, au temps de travail, mais aussi aux représentations. Vous avez évoqué très très justement la notion pourquoi est-ce qu'aujourd'hui un bois de boue, il n'a plus envie de travailler sous la pluie, mais il aime bien travailler en atelier. Enfin, je caricature, bien sûr, mais tout ça rentre en ligne de compte. Et aujourd'hui, on est arrivé en France à une situation où les règles de la mécanisation qui nous arrivent d'assez loin ont fait qu'aujourd'hui, on est pratiquement arrivé à devoir renoncer complètement à une mise en œuvre manuelle du matériau bois. Hein, aujourd'hui, demander à un charpentier d'aller choisir ses arbres dans la forêt, de choisir les cintres qui lui permettront d'avoir des arbalétriers cintrés ou des jambes de force qui ont un galbe joli, l'abattre, le mettre en œuvre, le transporter, le mettre en œuvre à proximité de son chantier et le mettre en œuvre avec des moyens manuels. Alors on a fini par considérer que ces procédés n'existaient plus, on s'est mis dans la tête que ces procédés n'existaient plus, parce que tous les maillons de la chaîne, les uns après les autres, ont lâché. Et donc la chaîne, eh bien, on en change, on prend une chaîne au sens de tronçonneuse du terme aujourd'hui. Alors mon propos est un peu outré. Je voudrais simplement dire ici qu'il existe aujourd'hui maintenant des chantiers où on met en œuvre le matériau charpente entièrement à la main, selon une logique qui est, je ne dirais pas pré-industrielle, mais qui est para-industrielle en tout cas, et qu'on arrive aujourd'hui en utilisant une autre chaîne opératoire, on arrive également à obtenir une logique qui tient debout. On n'est plus dans une logique désuète ou inefficace, c'est une logique qui existe. Et on est là, pour le coup, maintenant, dans des phénomènes de représentation. Alors, on pourrait inclure les phénomènes de tracé, de traits, etc. C'est un thème qui pourrait être développé beaucoup plus longuement. Mais je veux dire que plusieurs logiques pour parvenir à ces fins peuvent coexister, peuvent cohabiter. Donc, on n'est pas acculé à n'avoir qu'une seule logique. Et je dirais juste un exemple. Actuellement, il vient de se produire un gros sinistre sur un château du département de l'Eure, qui est un monument classé, le château de Neuve-Lyre, qui est un magnifique château bâti vers 1850 et qui a été classé en tant que très bel édifice d'époque Second Empire. L'ensemble de la charpente de comble et de l'escalier a brûlé. L'assurance rembourse intégralement, ou dans de très bonnes conditions en tout cas, ce chantier. L'architecte en chef est Régis Martin, ACMH. Et l'entreprise qui vient d'obtenir le marché de la reconstruction de cette charpente est un charpentier qui ne travaille qu'à la main. C'est-à-dire qu'il va abattre ses arbres à proximité du chantier, il va les façonner à la main, à la hache et à la scie de long. Il va faire son levage à la main, sans grue, et il travaille avec 7 charpentiers. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il était le moins 10 ans dans cette affaire. Voilà. Donc, je ne dis pas que c'est forcément toujours comme ça qu'il faut travailler. Il faut se rappeler qu'on n'est pas acculé à une logique technologique, mais qu'il en existe d'autres, et que pour la santé de nos professions, aussi bien à tous les niveaux, je pense qu'il est plus nous garderons de logique
parallèles et nombreuses et complémentaires, mieux se porteront nos corps de métier. Je voudrais tout à fait, merci de cette intervention. Je connais bien mon confrère, je connais bien le charpentier aussi. La seule chose qu'il faut regretter, c'est qu'il n'y en ait pas assez. Mais là où il faut se réjouir, c'est qu'il y en a encore un. Et que ça va pouvoir se redévelopper. Oui. Je voulais revenir à l'autre question qui vient d'être posée sur les trois situations. Le propriétaire qui fait de l'autoconstruction, le particulier qui s'adresse à un artisan sans architecte, et la trilogie, le propriétaire, l'architecte et l'artisan. Alors, on a le sentiment que d'abord, on voit bien que le phénomène déclencheur, si je peux l'appeler le phénomène, c'est quand même le propriétaire, c'est-à-dire le maître d'ouvrage. Donc là, je vais avoir un mot sur le maître d'ouvrage en disant, on parle de la formation des artisans, on parle de la formation des architectes, on n'a pas encore parlé de la formation des artisans et des maîtres d'ouvrage, et Dieu sait que le maître d'ouvrage est décisif, parce que c'est quand même lui qui choisit son architecte, c'est quand même lui qui va prendre la décision sur le choix du ou des artisans, c'est quand même lui qui va prendre les décisions si oui ou non on déroge à tel DTU ou autre, c'est lui qui va prendre la décision si on prend la responsabilité de sortir de certaines conditions, etc. etc. Donc c'est lui qui est au point névralgique, au poste de commandement en quelque sorte, à la passerelle de commandement de la bonne ou de la mauvaise conservation, pour ne pas parler encore de restauration. On a donc l'impression que le propriétaire va faire appel à un architecte, non pas n'importe quand, mais quand les choses commencent à être un peu compliquées. C'est-à-dire quand, au fond, il pense qu'il ne va pas pouvoir s'en sortir tout seul. Et je mettrai ça en parallèle avec un autre commentaire qui est c'est ce que vous avez dit, c'est de l'architecture vernaculaire, donc comme c'est de l'architecture faite sans architecte, après tout, pour la restaurer, il n'y a peut-être pas besoin d'architecte. C'est comme si on disait que ma voisine à la campagne qui est née à la ferme, c'est pas un être humain qui n'aurait pas besoin de médecin. En quelque sorte, je fais le parallèle entre les deux, c'est que de toute façon, je crois que l'architecte du patrimoine n'est pas un architecte qui est là pour créer, c'est un architecte qui est là pour soigner et pour entretenir, en quelque sorte pour réparer. Donc je fais le parallèle beaucoup plus avec le médecin, qu'il soit médecin de campagne ou pas d'ailleurs, en disant qu'après tout, le rôle de l'architecte, c'est bien celui-là, à la fois de guider le maître d'ouvrage et de guider l'artisan, sachant qu'il a non seulement à faire les plans, mais il a aussi à coordonner, à organiser et à aider l'artisan dans les décisions qui sont à prendre. Et pour conclure, je dirais, il ne faut pas se voiler la face. J'ai été en charge de grands édifices et d'édifices très rustiques, très ruraux, très vernaculaires, pour dire. Et je crois que ce n'est pas les plus grands qui sont les plus difficiles à restaurer et à entretenir. Ce n'est pas un mur en grand appareil qui pose le plus de problèmes de conservation et de restauration. C'est bien le mur de moellon, enduit, monté à la terre, avec un enduit rustique dont on essaye de sauver tout ce qu'on peut. Là, c'est le plus difficile. Et c'est là où vraiment il faut qu'il y ait le maximum de solidarité et comment dirais-je, de bonne volonté de compétences à réunir pour y arriver. Donc il ne faut pas se tromper sur la difficulté de l'ouvrage. Et c'est quelquefois les architectures vernaculaires qui ont le plus besoin d'architectes. Simplement, peut-être toujours par rapport à cette capacité à se grouper, par exemple, qui était une des pistes qu'Étienne évoquait. On a un frein culturel là, qui est très fort dans l'artisanat du bâtiment. Alors, il est d'une nature déjà dans le contexte français, et là, je représente une fédération d'artisans qui y tient, c'est l'accès au marché par allotissement, par lot séparé, c'est la loi maîtrise d'ouvrage public, la loi MOP. Et c'est vrai que si vous observez d'autres pays européens, en général, il y a une entreprise générale qui ensuite fait travailler des artisans, qui eux-mêmes font travailler des clandestins ou des salariés en intérim. Je dis ça parce que je l'ai observé dans plusieurs pays, notamment du sud de l'Europe. Nous avons fait le choix que l'artisanat puisse accéder en lots séparés. Donc du coup, ça entretient la culture de « je m'occupe de mon lot et rien d'autre ». La deuxième chose, c'est que là, c'est un peu plus sui generis, c'est que être entrepreneur, ça va peut-être l'être un petit peu moins maintenant, mais ça l'a été très longtemps, c'est se faire par soi-même, c'est entreprendre, c'est aller de l'avant et c'est compter sur soi-même. Et donc ça génère quelque part un petit peu une défiance. Donc le contexte du chantier, c'est l'eau séparée, et puis si ma conviction, c'est que je vais y arriver par moi-même, renforcée par une certaine autodidaxie.
On observe toutefois des choses très positives. Valérie Nègre a évoqué les coopératives. Sur l'ouest de la France jusqu'en Aquitaine, si vous regardez bien, c'est la plus forte concentration de coopératives d'artisans. Ce sont des gens qui ont mis des sous dans un établissement pour regrouper leurs forces et regrouper les achats et obtenir bien sûr des prix. Ça veut donc dire qu'on fait quand même confiance, y compris avec des salariés qui vont gérer la coopérative. Donc c'est possible. Il y a une autre piste qu'on essaye de travailler qui bute sur un aspect simplement juridique, c'est le groupement momentané d'entreprises qui, à chaque fois qu'il y aura un projet d'amélioration thermique d'un bâti, dira j'amène tous les corps d'État et je suis solidaire et je m'engage sur des résultats de travaux. C'est ce qu'on appelle la démarche éco-rénovation. Le problème juridique, c'est que ça ne peut être qu'un GME, c'est-à-dire que, comme toujours sur un chantier, à chaque fois, il faut reconstituer le groupe. Et puis ça repose sur la volonté des partenaires de ce groupe de jouer le jeu. Et il y a toujours des corps d'État qui sont un petit peu plus leaders, par exemple le maçon, le charpentier, et d'autres qui sont, de toute façon, se disent, on va dire la finition, de toute façon, le chantier, je l'aurai. Donc, je vous dis, parce que c'est des phénomènes psychologiques qu'il faut arriver à travailler. Sur l'éco-rénovation, ce n'est pas encore gagné, mais j'espère que sur le patrimoine, on peut y travailler. Il faut qu'on voit comment. Peut-être que dans nos enseignements, puisqu'on a parlé du bac pro patrimoine, on n'est pas assez sur cet aspect coopérateur, alors qu'on leur enseigne la vision complète et globale du chantier, avec une majeure, comme je vous ai expliqué, dans un métier, et 2 mineurs dans les 2 autres. Donc peut-être il y a un bout de chemin à faire. Je voudrais rebondir sur cette notion de coopération, très importante, de solidarité au niveau des acteurs et des publics. Moi, je voudrais mettre l'accent sur des coopérations dont on n'a pas trop parlé, mais que l'école de Chaillot connaît fort bien, la pratique régulièrement, c'est la coopération internationale. Tu en as parlé aussi pour la CAPEM. En gros, on constate assez fréquemment que d'un pays à l'autre, on possède des trésors de savoir-faire, mais ce n'est pas les mêmes que ceux du voisin. Le voisin, en général, il sait faire ce que nous, on a oublié de faire, et vice-versa. En France, par exemple, on a vraiment des domaines d'excellence, vous les connaissez tous, vous en connaissez tous. Moi, celui qui me vient à l'esprit, c'est celui du trait de charpente. On en a parlé à plusieurs reprises aujourd'hui, qui vient d'être reconnu donc, en 2009 au titre du patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO. Eh bien, c'est un domaine dans lequel la France est vraiment en terre d'excellence. Elle partage cette excellence avec l'Allemagne et avec le Japon. Voilà, ce sont les 3 pays au monde qui pratiquent le trait de charpente, mais chacun le pratique d'une manière distincte de celui du voisin. Mais il faut savoir, par exemple, alors on peut se dire, mais pourquoi les Français, etc. Qu'est-ce que c'est que ce cocorico ridicule? Bon, il se trouve que dans d'autres pays, on n'a pas éprouvé le besoin de concevoir de manière très cérébrale, bien que populaire, c'est un savoir populaire qui apparaît dès le XIIe siècle, donc par des gens qui ne sont pas des architectes, qui ne le seront jamais, ou qui donneront peut-être plus tard le corps des architectes, mais qui sont avant tout des praticiens, bien entendu à mettre en parallèle avec les tailleurs de pierre qui, eux, pratiquent la stéréotomie, avec autant, si ce n'est davantage encore d'excellence. Mais voilà un savoir qui s'est vraiment développé en adéquation avec un esprit éminemment français. Eh bien, quand on va dans les pays anglo-saxons, en Scandinavie, aux États-Unis et bien ailleurs, eh bien, les gens n'ont absolument jamais eu le besoin. C'est pas qu'ils savent pas le faire, c'est qu'ils n'ont jamais ressenti le besoin d'exprimer un projet architectural en ces termes. Alors voilà, par exemple, un domaine d'excellence absolue dont on a qu'à se féliciter, et d'autant que dans beaucoup de pays étrangers, eh bien, la France est regardée avec admiration sur ce thème précis. Dans d'autres domaines, on n'est pas brillant du tout. Je pense que beaucoup de gens de métier en France ont totalement perdu l'usage de l'outil à main. On ne sait plus utiliser l'outil à main. Bon, je suis très caricatural, hein, donc vous avez forcément des tas de contre-exemples à me donner, mais on est certainement beaucoup plus. Les effets de la mécanisation, je rejoins le propos de tout à l'heure, mais les effets de la mécanisation ont entraîné en France, probablement au début du XXe siècle, une espèce de... il faut quand même appeler ça une espèce de mépris du travail de la main. C'est quand même quelque chose qu'il faut arriver à formuler à un moment donné. À un moment donné, en France, eh bien, le gars qui se servait de ses mains, c'était un plouc. Excusez-moi, mais ça s'est manifesté, je veux dire, déjà du temps. Viollet-le-Duc ne valorise pas du tout le travail à la main. Il le connaît mieux quiconque, il le voit tous les jours sous ses yeux, mais il ne le valorise pas. Les charpentes que trace Viollet-le-Duc, ce sont des charpentes qui sont merveilleusement réalisées à la machine.
Et ça, donc, c'est un courant au pays des Lumières, de l'encyclopédie. C'est quand même très fort de constater qu'il y a eu une sorte de méfiance du travail à la main qui a entraîné petit à petit ces mécanismes de recours systématique à la mécanisation qui a toute sa valeur. Mon propos n'est absolument pas un propos de retour, etc. Mais il faut savoir conserver, encore une fois, des voies parallèles pour arriver à un même but. Ça ne peut qu'enrichir l'ouvrier, ça ne peut qu'enrichir l'objet qu'il produit. Je reviens en une phrase avec cette idée des réseaux internationaux. Sachons profiter de ce que nos amis et nos voisins ont de mieux à nous proposer et sachons leur offrir ce que nous avons de mieux à nous proposer. Quand on parle du trait, tous nos voisins nous regardent avec des yeux comme ça, et quand on leur donne l'occasion de pouvoir petit à petit venir apprendre à faire le trait, ils sont aux anges. Récemment, nous avons organisé des jumelages avec la Grande-Bretagne, avec la Norvège, avec la Suède, et alors avec des moyens qui sont tout à fait informels. Ils peuvent être formels, ça peut être en contact avec des écoles professionnelles, ça peut être récemment, par exemple, il y a 15 jours, nous avions au lycée professionnel d'Évreux, avec qui je collabore, où il y a un maître de trait excellent, eh bien, il a accueilli spontanément et de manière absolument amicale un jeune charpentier britannique qui nous avait abordé, qui avait dit un jour « Ah, mais où est-ce que je peux aller apprendre le trait ?» Bon, ben, on lui a aménagé ce rendez-vous. C'est un mécanisme totalement informel. Il a été merveilleusement accueilli. Il a lui-même apporté une note d'exotisme extraordinaire pour les jeunes qui sont en bac pro construction bois. Et la réciprocité est immédiatement enclenchée. En 2011, nous avons eu des grands échanges autour d'ateliers de charpente à la main avec la Norvège. Et à partir de ce moment-là, ce sont des jeunes Français du lycée professionnel d'Évreux qui ont été immédiatement accueillis et même embauchés en Norvège. Quand je vous dirai ce que gagne un apprenti charpentier en Norvège, vous n'allez pas lire. Donc un apprenti charpentier qui a un niveau extrêmement débutant, eh bien, il arrive en Norvège, il gagne 3 000 € net par mois. Donc ces échanges sont très très appréciés. Mais les Norvégiens vont venir... Enfin voilà, ce type de partenariat avec de multiples pays, eh bien, mais j'enfonce des portes ouvertes, puisque de nombreux exemples existent, sont évidemment à rechercher. Lorsque j'entends... Mais là, ça mérite débat. Lorsque tu as évoqué, et j'étais très intéressé de l'apprendre, de voir que la restauration des éliges c'était la mosquée de Paris. Bon, moi, question que je me pose mais je connais rien du dossier. En voyant quiconque a été au Maroc a vu des ateliers de zéligeurs, notamment la manière de le poser, mais également la manière de le fabriquer et de casser les plaques avec une dextérité extraordinaire. Moi, mon réflexe, en tant qu'ethnologue, aurait été de dire c'est très très bien que des mosaïstes français s'initient à ces techniques, mais est-ce que ça ne serait pas aussi intéressant d'inviter des éligeurs marocains à venir exercer ça? Bon, voilà un débat intéressant. Tu veux que je réponde maintenant? En fait, c'est une entreprise du Maine-et-Loire, je ne sais pas si j'ai le droit de la citer, mais qui nous a fait bénéficier d'une visite après chantier, qui a fait venir effectivement un zéligeur du Maroc et qui en a profité à la fois pour lui faire le chantier et pour faire une initiation à 2 ouvriers de l'entreprise. Donc ça s'est passé comme ça. Je pense qu'il y a eu plusieurs postes sur ce chantier. Il n'y avait pas que les éliges, il y avait de la gypserie, il y avait de la mosaïque. Même les techniques de fontaine, je pense qu'ils ont dû faire venir quelqu'un. Mais en tout cas, c'est une entreprise du Groupement national des monuments historiques qui avait pris ce chantier. Et surtout, a fait bénéficier d'une visite à une association du patrimoine nantais. Donc c'est quand même très bien. Mais c'est révélateur. En plus, c'est le côté cultuel. On a quand même un seul modèle, il est prégnant en France. Donc là, là aussi, tu as parlé d'exotisme, on était très dépaysés. Je pense que sur les problèmes de coopération, ce que j'observe, c'est que quand les gens sont de métier à métier, on n'a pas trop de soucis. Mais on avait essayé tout à l'heure avec Benjamin de voir comment aussi déjà coopérer entre architectes et entreprises. Là, c'est pas facile. Les artisans entre eux, quand c'est une concurrence sur un marché, c'est pas facile. Mais j'ai observé dans des échanges culturels liés au patrimoine bâti ancien, quand on emmène des gens en Italie, je vous assure, je pense que tu l'as vécu aussi, vous les laissez le soir, 6 heures normalement jusqu'à 8 heures, et vous les mettez simplement autour des matériaux dans les ateliers. C'est incroyable, ils n'ont pas besoin d'interprète. Le matériau parle, matone, oui je comprends le matone, intonaco, oui je comprends intonaco. Donc ça veut dire que eux,
s'exprime par la matière, le geste, la posture. Et moi, je suis frappé. Et c'est pas du langage de sourds. Hein. Je veux dire, c'est vraiment, ils se comprennent. Le matériau est un lieu d'échange. Donc, moi qui suis un gars de bureau, je suis frappé à chaque fois. Je ne sais pas si tu as vécu cette expérience aussi, où la langue n'est pas rédhibitoire en tout cas. Et ils sont fiers de voir et d'exprimer leur métier. Je voulais juste donner mon avis par rapport au fait que ce patrimoine rural, qui souvent est extrêmement modeste, bénéficierait ou pas de la compétence des architectes. Je pense en effet que dans la mesure où il a vraiment changé de signification et qu'il est devenu un patrimoine que collectivement nous pensons précieux, il est assez logique qu'il fasse l'objet de l'attention d'un maximum de spécialistes. Alors bien sûr, il y a les architectes, mais il y a aussi les ethnologues, les historiens, puisqu'on sait qu'au fond, dans le domaine du patrimoine rural, on connaît assez peu l'histoire c'est très difficile de saisir l'histoire de ces maisons. Et il faut beaucoup de spécialistes, qui soient archéologues, ethnologues, historiens, linguistes, botanistes, etc. Et d'autant plus qu'au fond, ce que nous a montré ce matin Étienne Lavigne, c'est que ces maisons, elles sont dans un terrain et au fond, elles sont indissociables du sol, elles sont indissociables des plantes. Et donc, au fond, je suis tout à fait d'accord quand on dit qu'au fond, c'est assez compliqué et je pense en effet qu'il vaut mieux avoir un maximum de personnes qui travaillent sur ces objets plutôt qu'une catégorie de personnes, bon, certes qui avaient l'habitude de les entretenir, mais les choses ont changé. On a vu que les choses sont beaucoup plus compliquées aujourd'hui. Oui, Florence de Groot, je suis déléguée Maison Paysanne de France dans la Manche. Par rapport à ce que vous avez dit concernant l'architecte pour le petit patrimoine rural, je trouve personnellement que les architectes du patrimoine peut-être ne font pas suffisamment leur publicité auprès des propriétaires éventuels, parce que c'est vrai que je me suis trouvée moi dans cette situation de restaurer une vieille maison. Et bon, les architectes auxquels j'ai eu affaire, je me suis rendu compte que ils n'avaient pas du tout cette optique de sauvegarder l'existant. Et en fait, ils m'ont fait des propositions qui me semblaient complètement contraires à une idée de restaurer. C'est-à-dire qu'on m'a parlé d'isoler absolument. Si je voulais chauffer, il fallait isoler. Je ne sais pas, par exemple, ils m'ont dit combien de pièces vous voulez, voilà, comme si c'était une maison neuve, alors que c'était pas du tout mon objet, c'était de retrouver l'âme de la maison. Et si vous voulez, en fait, c'était un architecte du patrimoine que j'aurais voulu. Et je suis tombée sur des architectes qui n'étaient pas formés vraiment à ça. Donc, en fait, dans l'esprit du propriétaire, il y a quand même une confusion entre, finalement, deux métiers peut-être qui sont différents, quoi, en fait. Donc, comment tomber en tant que propriétaire sur le bon architecte? Parce qu'on sait qu'il y a un architecte du patrimoine dans chaque département, mais est-ce que celui-là va être capable d'intervenir sur toutes les petites maisons de la campagne? Voilà. Je pense que vous avez raison, on va transmettre aux architectes du patrimoine qu'il y a nécessité d'accentuer leur communication en direction des propriétaires, y compris des propriétaires de maisons rurales. Je pense que l'architecte du patrimoine, c'est d'abord quelqu'un qui doit évidemment prendre connaissance de l'édifice, mais surtout prendre connaissance de l'édifice en vue de réveiller en quelque sorte sa valeur patrimoniale. Pourquoi il est intéressant? Qu'est-ce qui est intéressant dans cet édifice? Au fond, aider le propriétaire à découvrir son propre bien, en quelque sorte. Et en définitive, lui dire, regardez, toute la valeur, tout l'intérêt, toute la richesse de ce que vous avez devant vous, que vous avez acheté, que vous ne connaissez pas forcément, et voilà ce qu'il faut conserver. Et voilà ce qu'il faut mettre en valeur. Et voilà pourquoi il faut le mettre en valeur, parce que vous allez gagner une plus-value considérable par rapport à une maison lambda, par rapport à un bâtiment quelconque. Donc ça, je pense que l'architecte du patrimoine est d'abord quelqu'un qui doit révéler le patrimoine.
Et puis ensuite construire avec le propriétaire un programme qui soit à la fois en faveur de l'édifice, de la maison ou du bien, d'une part, et qui soit en faveur aussi de son aisance ou de son confort à y habiter. Et là, je crois qu'il y a, sur la conservation, évidemment, on pourrait être le plus exigeant possible, mais on sait bien qu'à un moment donné, il y a des compromis à faire, et ces compromis, il faut aider le propriétaire à les faire, n'abandonner que les choses qui sont sans grande importance pour ne garder que ce qui est capital, s'il y a des choix à faire. Et puis aider le propriétaire aussi à l'amener dans ce raisonnement où, au fond, le bâtiment est né peut-être au XVIIIe siècle, ou peut-être un peu avant, c'est plus rare. Au XIXe siècle, c'est assez fréquent. Et de dire, au fond, c'est pas parce qu'on vit au XXe ou au XXIe siècle qu'il faut avoir des exigences exceptionnelles ou extrêmes, et qu'au fond, ce n'est pas au patrimoine seul de faire les efforts. Qu'au fond, dans le programme, le bâtiment a à faire quelques efforts pour s'adapter au mode de vie d'aujourd'hui, au confort qu'on peut en attendre. Mais je pense que c'est aussi à l'usager, à l'utilisateur, à faire des efforts. Et on parlait tout à l'heure du pullover. Je pense qu'il y a façon de vivre et de vivre dans le monument ou dans le patrimoine, pas en demander trop, pas aller se percher dans les combles qui ne sont pas faits pour être habités, pas aller rendre une grange habitable alors que ce n'est pas sa destination, ne pas forcer en quelque sorte le patrimoine dans des usages pour lesquels il n'est pas fait. Donc ça, je pense que c'est la deuxième chose. Donc mieux aider à la définition du programme. Et puis enfin, avec l'artisan, avec les artisans, avec les entreprises, essayer de trouver la bonne synthèse dans les interventions, celles qui vont intervenir dans telle et telle partie, dans un objectif de conservation, celles où on peut au contraire mieux conserver les ouvrages, comment les conserver, comment les renforcer sans les altérer. Donc il y a vraiment ensuite toute une gestion en eau difficile qui va être le chantier, et là où il y a un véritable dialogue entre les artisans, l'architecte et le maître d'ouvrage qui devra à un moment donné prendre connaissance. Donc l'architecte du patrimoine, il ne faut pas qu'il aille dans le domaine du rural simplement parce que c'est un marché à conquérir. Non, je pense que c'est simplement parce qu'il est utile et nécessaire dans ce domaine, et que s'il y a architecte du patrimoine, il faut qu'il aille vers le patrimoine parce qu'il a un rôle beaucoup plus compliqué et beaucoup plus ouvert qu'un simple architecte lambda qui va construire un pavillon Île-de-France, peut-être en Île-de-France ou ailleurs. À mon avis, c'est ça la définition du rôle de l'architecte du patrimoine. Pour prolonger ce que vient de dire M. Mouton, par quelques aspects concrets de notre travail sur le terrain, en quelque sorte. D'une part, je me souviens, je crois me souvenir, qu'il m'est arrivé devant des demandes impossibles vis-à-vis de maisons anciennes, de dire à des personnes, écoutez, ne prenez pas une vieille maison si vous n'aimez pas ça, construisez une maison neuve. Donc ça, c'est anecdotique. L'autre aspect, c'est que nous sommes, tout au moins dans le sud-ouest, sincèrement trop peu nombreux. Nous ne faisons pas de publicité parce que actuellement nous croulons sous le travail. Et heureusement que l'école forme des architectes qui vont prendre le relais et qui vont continuer. Mais c'est bien une réalité. C'est-à-dire que très certainement, il y a actuellement une situation où face à une demande, j'ai l'impression croissante en nombre et en qualité surtout, on a terriblement besoin de confrères pour s'atteler à cette tâche. Et dernier point, c'est la même chose en ce qui concerne les entreprises et les artisans. Heureusement, on arrive toujours à se débrouiller, on a un petit panel de bons maçons, de bons charpentiers, de bons couvreurs, mais pas assez. Et je pense que c'est pas... Bien sûr, on est toujours confronté à... comme il y a des architectes qui n'aiment pas l'ancien, ils nous le disent, vous êtes des passéistes, de toute façon, vous, il n'y a rien à tirer de vous. Bon, ok. On a aussi des entreprises qui... oh non, c'est trop compliqué, on ne va pas s'embarquer là-dedans. Par contre, il y a beaucoup, j'en rencontre beaucoup, qui sont soucieux de bien faire. Et là, on croise tout ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire ces chemins de connaissance et de formation. Et ça, c'est vital. Je crois que, de toute façon, on ne s'en sortira pas sans des professionnels formés. Hein, très important.
Oui, bien l'échange Jean-Marie Vincent, l'échange qui vient d'avoir lieu, je veux dire, me coupe un peu l'herbe sous le pied, mais j'en suis ravi, hein, que je voulais justement intervenir dans le débat qui était né entre vous deux tout à l'heure. Faut-il recourir à un architecte ou non? Bon, c'était pas aussi tranché que ça, mais enfin, moi, effectivement, les premiers à convaincre d'abord, et je pense que tout ce qu'Étienne a dit va tout à fait dans ce sens, c'est déjà les propriétaires, c'est déjà les maîtres d'ouvrage, qui comprennent qu'il y a un intérêt réel, qu'ils possèdent avec des maisons anciennes quelque chose qui a une valeur tout à fait exceptionnelle, de par sa profondeur historique, de par la transmission, de par tout l'aspect humain dont il est chargé, hein, ça me paraît tout à fait, et qui s'inscrit sur un territoire. On en parlera plutôt demain, mais ça j'ai beaucoup aimé cette partie de l'exposé d'Étienne ce matin. Bon, et ce qui m'intéresse dans l'intervention de tout à l'heure, c'est que c'était, si j'ai bien compris, quelqu'un qui représentait plutôt les maîtres d'ouvrage et qui disait « je ne trouve pas d'architecte ». Alors qu'on fasse appel après à un architecte, moi je ne veux pas dire le contraire. Bon, étant donné mon passé professionnel, je suis moi-même, enfin mes fils est architecte, donc je ne veux pas dire le contraire, mais ce qui est déjà important, c'est que le propriétaire de la maison soit bien conscient de tout ça. Puis il y a certains travaux d'entretien qui ont toujours été effectués, comme recharger la terre d'un ourdi en pan de bois, etc. Ça, il peut le faire lui-même. Mais dès qu'il faut vraiment transformer la maison, moi, d'ailleurs, on l'a écrit, on a fait un numéro spécial de la revue Maison Paysanne de France sur le thème qu'apporte l'architecte. Parce que je crois vraiment que la formation spécifique de l'architecte, son ampleur de vue due à sa formation, surtout si l'architecte du patrimoine, lui permet de poser les problèmes comme il faut. Ça, je ne le discuterai pas, ça me paraît évident. Mais c'est là qu'on achoppe, c'est le dernier point développé par Étienne, que même quand on a pu faire ça, généralement, localement, on nous dit, bah oui, mais les artisans, où les trouve-t-on ? Et ça, c'est quand même vraiment le point le plus faible du dispositif à l'heure actuelle. L'artisanat est rarement suffisamment compétent en la matière, ou alors il a des compétences, je ne discute pas, mais des compétences qui ne sont pas appropriées aux biens, aux bâtiments sur lesquels il doit intervenir. Et il a tendance, parce qu'il est homme de l'art, de dire c'est ça qu'il faut faire, c'est pas autre chose. Quand il y a un architecte, au moins, il peut se battre, s'il est vraiment du bon côté, s'il a bien compris. Si le maître d'ouvrage est seul en face de lui, il a beaucoup de mal. Je voudrais juste signaler qu'il n'y a justement aucun architecte du patrimoine dans le département des Landes, déjà, et qu'ensuite les entreprises qualifiées pour intervenir sur le bâti ancien aussi se comptent sur les doigts d'une main. Alors ce que je ne comprends pas, c'est que au niveau national, j'ai l'impression que la CAPEB fait énormément de choses, mais que ça ne se traduit pas dans les départements, dans les régions. Alors comment se fait-il que justement, au niveau national, on ne puisse pas intervenir au niveau départemental pour en quelque sorte forcer les CAPEB locales à former leurs artisans? On va se parler franchement. C'est l'économique. Observez ce qui s'est passé à un moment donné au niveau de la commande du marché. Si vous avez assez de boulot en ayant recours à 110 000 équivalents temps plein d'intérim en plus en France dans les années, allez jusqu'à 2011, les 6 années avant 2011, et que le marché du neuf, du confort, le début des énergies renouvelables est plus intéressant et où on se pose moins de questions que le bâti ancien, qu'est-ce qui se passe? Donc je vous ai parlé d'une étude qu'on a faite. Celle que je vous ai présentée, elle est de 2008. On vient de la refaire en décembre 2012. La part de marché par artisan sur le bâti ancien n'a pas augmenté, c'est toujours 10 000 €. Et les artisans qui étaient entre 50 et 75% à intervenir sur du patrimoine, eh bien il a diminué. Donc moi, c'est ce que j'observe. Donc après, quand vous dites la CAPEB, et puis on va se dire les choses, on a lancé un CIP, mention patrimoine. Ça voulait dire aux artisans, identifiez-vous, ayez des références, vous allez rencontrer l'architecte du patrimoine, je précise, c'est pas seulement l'ABF, hein, c'est l'architecte à titre libéral. Hein. Eh bien, on a eu une vague, allez, on va dire, pendant 10 ans. Valérie est même intervenue assez souvent dans ce circuit-là, et puis ça s'est un peu endormi. Donc du national, nous sommes quelques-uns à dire, mais vous savez qu'il existe toujours ce dispositif qui est complété par un module amélioration thermique du bâti ancien de 3 jours avec les certificats d'énergie, c'est pas rien. En plus, c'est un dispositif de formation très aidé, donc c'est quand même assez intéressant. Et puis, nous avons dit, mais la formation initiale, on court après, donc 2 types de formation initiale, le bac pro, on en a parlé avec Paul Cac, et puis autrement, les primo-entrants, des adultes qui, dans une deuxième voie professionnelle, disent « moi, je vais faire cette formation-là ». Mais je vous ai montré les chiffres. Hein. Ce n'est pas 10 000, ce n'est pas 100 000 artisans. Donc le problème, il est là. Et comme c'est des parents à la retraite, ça, par contre, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. On va gagner 1 an, peut-être. Hein. Quand je dis gagner, ça dépend de quel point de vue on se pose. Donc la question, c'est,
y a-t-il un marché du patrimoine? Ce marché du patrimoine, ai-je la compétence pour y aller? Cette compétence est de quel ordre? Est-ce que je vais avoir dans les pattes un maître d'ouvrage qui est plus éclairé que moi? C'est de plus en plus fréquent. Les maisons paysannes de France, vieilles maisons françaises, patrimoine et environnement ont bien fait leur travail. Et du coup, ça devient difficile. Quand vous êtes au salon du patrimoine, vous êtes sur votre stand, CAPEB, et qu'une dame vient vous voir en disant « Moi, en Dordogne, quand j'ai demandé un maçon pour faire du béton romain, il me dit « Moi, madame, je suis artisan du patrimoine, je fais du béton armé. » Et vous êtes là, vous dites « Vous êtes peut-être mal formulé la question. » Enfin bon, vous essayez de tourner autour du... Donc, on ne va pas se cacher, c'est difficile, il y a une rupture dans la transmission, mais il y a encore beaucoup d'endroits où il y a des artisans avec de l'expérience qui vont s'en aller mais qui ont la compétence, et où il y a des jeunes qui ont l'envie. Et François a témoigné, et c'est vrai, et c'est pas le seul. Hein, vous verriez les jeunes en taille de pierre, ils ont envie d'en bouffer. Si vous allez aux Olympiades des métiers, alors c'est vrai que c'est la crème de la crème. Si vous allez au concours des meilleurs ouvriers de France, si vous allez au concours du meilleur apprenti de France, vous voyez des jeunes, moi je suis même épaté, parce que moi j'ai 4 filles, et aucune ne veut faire un travail manuel. Je veux dire, tous être dans des trucs, voilà. Parce que la société, elle nous donne quoi? Donc le problème, il est un peu là. Alors la CAPEB, elle a vu arriver un marché, potentiellement pour les artisans, qui s'appelait l'économie d'énergie, le Grenelle. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Comme elle ne peut pas tout faire, elle a dit je vais essayer d'offrir une marque conditionnée à des formations labellisées. Il faut savoir qu'Éco-Artisan maintenant est reconnu par Calibat. Donc vous voyez, il y a une chaîne quelque part. Le marché, il est où? Former facilement des gens, le plus nombreux possible. Et encore, c'est 60 000 artisans, éco-artisans. 15 000 qui sont en DIBAT accessibilité, avec un module aussi d'accession au patrimoine. Vous voyez, je vous signale aussi que le système de la formation est pervers. Actuellement, vous n'entendez que des obligations de formation, ce qu'on appelle les formations obligatoires. Il faudrait normalement passer 900 000 salariés à l'obligation de formation à l'électricité, 100 000 à l'amiante. On en forme, allez, 80 000 dans les fonds de formation actuellement. Vous faites comment? Donc l'artisan, il va arriver que des formations obligatoires. Conduite d'engin. Vous connaissez les entreprises artisanales ici, les conduites d'engin. Et quand vous voyez dans les diplômes qu'on veut vous faire la conduite d'engin, de la grue, de la nacelle, du camion, on leur dit si on faisait déjà une conduite d'engin de base, hein, la sécurité, voilà. Et le conditionnement du passage d'examen lié à la conduite d'engin. Ce que je veux dire, je ne veux pas dire, il ne faut pas se défausser. Il y a probablement une difficulté et il y a une valorisation de ce patrimoine et des savoir-faire du patrimoine qui reste à faire. Et il y a des phénomènes un peu cycliques. On a eu beaucoup de CIP mention patrimoine, on a eu beaucoup d'actions pédagogiques, ce qu'on appelait les artisans messagers, qui allaient dans les collèges. Ça s'est un peu endormi. Il faut repartir. Nos CFA, de centres de formation d'apprentis, ont été pleins pendant 15 ans. Maintenant, on commence à rechercher des jeunes. Donc, c'est un peu le même appel que Paul Calque. Aidez-nous à les envoyer vers les centres de formation, vers la formation patrimoine. Ceci dit, il faut quand même dire, il existe des centres de formation continue. L'école d'Avignon, le Gabion, un centre à Albi, MP3, ils ont quand même une activité en formation continue de stage de limousinerie, taille de pierre. Mais il y a aussi l'éco-construction et les produits biosourcés qui prend beaucoup de part. J'ai vu des groupes d'artisans du patrimoine départementaux basculer dans l'éco-construction, travaillant du coup avec des architectes, mais sur la construction neuve. Je suis bavard, désolé. Oui, je voulais juste faire remarquer que la conjoncture économique semble être quand même favorable pour une certaine réorientation vers le bâti ancien. L'autre jour, les représentants des artisans d'Auxerre que je rencontrais avec Maisons Paysannes de France nous disaient qu'ils avaient d'énormes difficultés dans l'artisanat du bâtiment pour les bâtiments neufs et qui recherchaient du côté de l'ancien justement des chantiers potentiels. Donc, je ne dis pas que ça va peut-être pas très loin, mais enfin, ça pousse en tout cas les artisans du bâtiment à peut-être se reconvertir vers l'intervention sur le bâti ancien. Je m'excuse de ramener ça à l'économie, mais on est quand même dans un monde réel. Regardez aussi ce qui s'est passé au niveau du Groupement national des monuments historiques. C'est pas parce que c'est pas nous, hein, c'est pas le problème, mais c'est parce qu'en fait, ils avaient vraiment pignon sur rue, ils étaient à 90% de leur activité que sur du patrimoine. Il se trouve que c'était surtout sur des chantiers suivis par des architectes en chef des monuments historiques avec des fonds d'État. Il fut une époque, on pouvait laisser un échafaudage en place 3 mois, 4 mois parce que les crédits s'arrêtaient, ils repartaient l'année suivante. Et c'était pas difficile de faire comprendre à l'entreprise que de toute façon, il y aurait entre guillemets du renvoi de balles, mais un renvoi de balles décent. Hein, c'est-à-dire que... Mais ça avait un coût. Mais par contre, en contrepartie, ce fameux groupement avait son école de formation
percevait une taxe sur les chantiers pour garantir la transmission des savoirs. Ceci, c'est étiolé. Et ce n'est pas les artisans qui ont du mal à accéder à ce type de chantier qui vont pouvoir prendre la main. Donc maintenant, ce qu'on est en train un petit peu de dire, c'est quelle est la force publique qui accepterait dans un réseau de CFA, de lycées professionnels, d'assurer la relève. Et moi, je trouve qu'il faut être optimiste. C'est-à-dire que si en plus il y a un constat comparable du côté des architectes du patrimoine, et Benjamin en a parlé, bah, allons-y, essayons de convaincre. Et là, par contre, nous avons un espoir, c'est les conseils régionaux. Il se joue beaucoup de choses au niveau des territoires maintenant. Donc peut-être que là, je vous ai parlé des circuits courts, ben là, il y a peut-être quelque chose. Circuit court de la formation patrimoine, peut-être. J'ai une question pour François Calame. Il a parlé de complémentarité entre patrimoine culturel nationaux, mais est-ce que, là c'est le cas pour ce réseau Chantiers sans frontières, enfin Charpentiers sans frontières, est-ce que ça existe pour d'autres corps d'État, d'autres matériaux, etc. Pas à ma connaissance. Bon, il existe des réseaux internationaux que cultive actuellement l'Association ouvrière des compagnons du devoir du Tour de France, qui a introduit dans le Tour de France, maintenant ça fait partie, il y a aussi le Tour du monde qui est inclus, parce qu'aujourd'hui dans le Tour, les pays coteries doivent avoir forcément une expérience à l'étranger, donc c'est un élément de réponse à votre question. Je pense qu'il y a un potentiel considérable dans cette direction. Nous sommes en train de lancer cette expérience Charpentiers sans frontières qui fonctionne de manière encore informelle, mais de plus en plus efficace. Notre premier chantier, qui ne portait pas encore ce nom-là, a été monté en 1994. Il n'a d'ailleurs pas eu lieu en France, il a eu lieu en Roumanie. Et depuis cette époque, donc nous sommes aujourd'hui à notre 10e expérience qui se dirige un peu sous la forme d'une biennale qui se passe, donc comptabilisée en France. C'est-à-dire que des opérations équivalentes fonctionnent dans d'autres pays, mais à l'initiative des pays invitants. Donc en quoi consiste l'expérience ? Eh bien, celle que je prépare actuellement, donc qui aura lieu à la fin du mois de mai, va consister donc à réunir 40 professionnels, en l'occurrence venus de 8 pays participants, et également bien entendu des Français, de France entière, des maîtres, enfin maîtres même s'ils n'en ont pas le titre exact, enfin des artisans ou des ouvriers expérimentés et des jeunes en formation, et l'équivalent pour les pays étrangers. Donc ils se réunissent sur une dizaine de jours et réalisent ensemble un ouvrage en commun. C'est très important que cet ouvrage soit évidemment très soigneusement sélectionné. On ne vient pas pour leur faire des corvées ou vider des gravats. On leur fait participer à une tâche qu'ils auront plaisir et fierté à réaliser ensemble. Et pendant ces 10 jours, donc, ils apprennent à se connaître. Ils se parlent le langage qu'ils peuvent, le langage des mains, celui du cœur et de la convivialité. Ils sont contents de venir en France. C'est incroyable ce que les étrangers ont envie de venir en France. Ça, c'est un atout considérable dont nous n'avons pas forcément conscience quand nous voyons notre patrimoine du coin de la rue qui, à force d'être côtoyé, finalement perd de sa lisibilité pour nous. Et lorsque, enfin, j'enfonce des portes ouvertes, excusez-moi, mais quand vous faites venir des étrangers, regardez le patrimoine que nous avons à portée de main, il nous régénère, il nous redonne une fraîcheur de découverte et qui est très, très appréciable. Et je citerai l'exemple de la session précédente qui a eu lieu en 2011. Donc en Normandie, moi je travaille beaucoup en Haute-Normandie. Nous sommes intervenus en 2011. Il se trouvait que nous avions une commémoration du 1100e anniversaire de la création de la Normandie. Alors on s'est dit qu'au-delà des flonflons et des vikings, de la vikingomanie, ça serait peut-être l'occasion de renouer des liens avec d'autres pays avec qui nous avons fondé cette Méditerranée du Nord. Alors les pays, c'était évidemment au choix quelques pays scandinaves. Il se trouve que nous avions des liens avec la Norvège. Et puis ça a été l'occasion de rappeler aux Anglais qu'ils avaient un peu à voir dans cette histoire. Et donc nous avons invité une forte délégation norvégienne, une forte délégation britannique. Et nous avons travaillé ensemble à tenter de sauver, ça a été une expérience, ça a été un peu un pari, une extraordinaire grange dîmière construite juste après la guerre de 100 ans,
une grange d'Imières qui appartenait à un gros ensemble monastique appartenant à l'ancienne abbaye de Saint-Ouen de Rouen. Un édifice construit donc en 1489, énorme grange de 50 mètres de long, inscrite monument historique, mais qui avait un énorme trou dans sa toiture. Donc toute une travée, deux cours de panne et tous les chevrons étaient tombés. Et donc là, on était arrivé vraiment au point critique, c'est-à-dire un ensemble absolument extraordinaire, mais qui visiblement était en train de sombrer. Pourquoi? Évidemment, problème classique de l'agriculture en France, en indivision, 4 frères qui ne peuvent pas se voir ensemble, ils payent tous l'ISF, mais ils ne peuvent pas se voir, et donc l'ensemble était complètement promis à démolition. On a fait un pari, on a fait venir donc nos délégations, voilà, on a dit « The Vikings are back », et on a annoncé que les Vikings revenaient, et curieusement, ça a fonctionné. L'artifice était grossier, la ficelle vaut ce qu'elle vaut, mais on a obtenu une espèce de coup de fouet autour de la relecture de ce patrimoine. La commune a donné les arbres de ses forêts, qui étaient à 1 kilomètre de là. Le conseil municipal est venu nous aider à les abattre à la hache. On a débardé tout ça avec des chevaux, à 1 kilomètre, donc on retrouvait vraiment une logique de flux tendu. Et donc pendant 10 jours, l'ensemble de ces charpentiers ont réalisé l'ensemble des travaux de charpente qui permettaient donc de répondre aux problèmes. Le suspense est resté puisque pendant 2 ans, les sympathiques agriculteurs nous ont fait croire qu'ils n'avaient pas remarqué qu'on avait fait la charpente et donc ils ont laissé pendant 2 ans un trou béant de 100 mètres carrés dans la toiture. Genre, vous avez fait la charpente? Ça vous regarde. Nous, on a à faire une moisson, etc. Bon. Et puis au bout de 2 ans, là, ça remonte à 3 semaines, l'un des agriculteurs est remonté sur le toit et a bouché lui-même son trou de 100 mètres carrés, ce qui n'est pas rien. Je lui tire mon chapeau parce que vous imaginez la logistique que ça représente, les bureaux qu'il faut arriver à continuer d'un bout à l'autre et que ça soit raccord, ce n'est pas un travail évident. Et donc, je dirais le challenge a marché, a fonctionné, mais on aurait très bien pu. C'était une opération risquée puisqu'on avait volontairement choisi un objectif où il y avait gros à gagner mais aussi gros à perdre. Et si le trou était resté béant, eh bien, le discrédit était total. Bon, voilà, Saint-Joseph nous a assistés. Et donc là, le pari était gagné, c'est-à-dire que on s'est rendu compte que là, on mettait en œuvre de la solidarité internationale, une capacité d'accueil, une capacité d'organiser la chose, mais finalement pas d'argent. Et on a fonctionné essentiellement sur des représentations. Le moteur, c'était les représentations. Il n'y avait pas d'économique. Donc l'économique, il est essentiel, mais parfois, on peut mettre en œuvre quelque chose qui tient lieu d'économique. Et ça, c'est quand même une dimension avec laquelle il faut compter quand la chance est avec nous, bien sûr. Donc ces opérations, en un mot pour terminer, je pense qu'à mon avis, il y a des potentialités, tout corps d'État, je pense à certains corps d'État, on le fera peut-être plus difficilement en plomberie, mais je pense que ce sont des opérations que l'on pourrait tenter dans d'autres corps de métier, évidemment la taille de pierre, la couverture, la menuiserie, pourquoi pas, mais enfin voilà, le débat est ouvert. À ma connaissance, c'est une terre qui est encore en friche en tant que potentialité. Peut-être que Benjamin, tu peux conclure aussi en commentant. Oui, simplement un autre témoignage de ce genre d'échange qui s'est passé après la chute de Ceausescu en Roumanie. Et la France a offert à la Roumanie, qui avait perdu donc son service des monuments historiques, éventuellement son aide pour le reconstituer. La reconstitution s'est faite non pas à coup de conférences et de rencontres, mais sur un chantier qui a été organisé. Et les premières rencontres ont eu lieu entre architectes, puis ensuite archéologues, puis documentalistes. Chaque fois, autant venant de France et retrouvant les Roumains sur leur site. Et puis ensuite, on est passé à la phase chantier. Et alors, ce qui était formidable, c'est que le chantier a mobilisé des maçons. Il y a 2 maçons français qui sont partis passer 15 jours, puis 15 autres jours sur place par équipe qui se renouvelait. Puis ensuite, on est passé à la charpente, puis ensuite, on est passé à la couverture, puis ensuite à la menuiserie. Donc, il y a eu un chantier qui a duré à peu près 3 mois et demi, où des ouvriers français allaient passer une quinzaine de jours sur site avec leurs confrères
leurs confrères roumains. Et ça donnait lieu effectivement à un échange tout à fait exceptionnel où les savoir-faire se rencontraient, où le langage des signes, des matériaux et des outils, évidemment, était en pleine complicité, avec des mises en œuvre qui étaient paradoxales et qu'ils s'amusaient à comparer. Et puis, à la fin du chantier, on s'est dit, mais il manque quelqu'un dans l'histoire des échanges. Et je me suis dit, il manque les étudiants. Et c'est ainsi qu'on a créé les échanges internationaux de l'école de Chaillot. Et je voulais rappeler une chose aussi qui m'est venue à l'esprit tout à l'heure quand on parlait de la vocation. Et cette vocation, évidemment, elle est favorisée par le terrain économique et par l'attraction économique. Évidemment, on va choisir un métier lorsqu'on pense qu'on risque de gagner sa vie dedans. Il m'est arrivé une chose étonnante. On a restauré il y a peu de temps le beffroi, les deux beffrois de Notre-Dame. Et les charpentiers qui étaient là, je les ai vus, j'ai beaucoup bavardé avec eux. Et alors, au début du chantier, on me les présente. Et il y en a deux qu'on m'a présentés comme un bac plus 9 et un bac plus 13. On m'a dit, c'est pas compliqué. Le premier, il a fait Sciences Po, mais ça l'ennuyait. Il est venu à la charpente parce que c'était beaucoup plus amusant. Et l'autre est médecin. Alors, éventuellement, ça peut rendre service sur le chantier. Et ce qui était extraordinaire, c'était tout d'un coup, sur l'âge de 30, 32, 35 ans, une nouvelle vocation qui les a amenés à vivre à la dure, à être exposés aux intempéries, à monter sur les échafaudages, à manœuvrer des pièces de charpente colossales, où l'art du trait, évidemment, est principal, mais l'art du levage, ça, c'est quelque chose de particulièrement savant. Et là, c'était merveilleux de découvrir tout d'un coup cette espèce de communion des vocations. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut peut-être se quitter, en se rappelant qu'au fond, rien n'est plus fondamental que le désir, la volonté et la conviction. S'il y avait un mot à dire, c'est que je regrette que le jour soit si court et qu'heureusement qu'il y a demain, comme ça on pourra recommencer et continuer. Et merci de votre présence aujourd'hui.